Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre émission préférée, le jury du dimanche, qui reçoit Madame Aïssatou Mbodj, dite Aïda. Bonjour. Bonjour Mamgou. Vous êtes députée maire de Bambey, présidente du parti And Saxal Liggéey et ancienne ministre sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade. Une descendante de Ndiombo Mbodj qui a échoué au Baol pour en devenir sa lionne. En vérité, si Aïda Mbodj est originaire du Waalo et en a le tempérament guerrier et de feu, elle est aussi la fille adoptive du Baol, région dont elle a épousé à son tour les tours et contours. Le Waalo et le Baol, Aïssatou Mbodj à l'état civil est à la fois les deux, mais elle est également une en deux. Députée, maire et leader de parti politique, Alliance nationale pour la démocratie, And Saxal Liggéey, elle est l'invitée donc du jury du dimanche. Sa parole dans les médias est devenue rare et elle nous dira pourquoi. Le budget 2020 qui inaugure l'ère des budgets programmes vient d'être adopté. Elle nous dira ses convictions de représentante du peuple. L'ébullition sociale, l'agriculture, le dialogue politique, le dialogue national, la gouvernance du président Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade, les libéraux, les socialistes, l'Assemblée nationale, Bambey, sa ville. Les sujets sont nombreux et notre hôte du jour en est interpellé. Bonjour donc et bienvenue Madame la Présidente. Nous commençons cette émission par la situation économique et sociale, mais surtout la tension sociale. Ce vendredi encore, il y a eu une manifestation interdite de Nyolank, mouvement plateforme créé par un certain nombre de citoyens sénégalais. Interdiction bravée par les manifestants, c'est le lieu de marquer toute notre solidarité à nos confrères, consoeurs qui ont été malmenés, certains ont même été appréhendés. Notre soutien appuyé surtout à notre collaborateur Migui Maram Ndiaye qui a séjourné pendant une trentaine de minutes dans le bureau d'un commissaire de police. Manifestation donc bravée par le mouvement Nyolank. Vous y étiez, vous, Aïda Mbodj? Je vous remercie, Mamadou. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas, mais je marque toute ma solidarité et tout mon soutien à ces braves gens qui sont allés manifester tout simplement pour porter le combat de tous les Sénégalais. Votre combat, le mien et le combat de tous les Sénégalais. Parce qu'il s'agit... Je rappelle que c'est une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. C'est une manifestation justement contre la hausse du prix de l'électricité. Et je pense qu'ils n'ont que cet espace pour manifester dans un pays qui se veut démocratique. Parce que c'est un combat commun à tout le monde. Et chacun, en ce qui le concerne, a son espace pour porter le combat. Pourquoi vous avez décidé de ne pas y prendre part? J'ai mon espace. J'étais à l'Assemblée. Je suis députée. Et j'ai l'espace de l'Assemblée où je rencontre le gouvernement, où j'ai interpellé le gouvernement, où j'ai dénoncé ces dérives telles que la hausse du prix de l'électricité. Pourquoi c'est une dérive? C'est une dérive parce que on y reviendra certainement. C'est le président qui nous avait annoncé une baisse du prix de l'électricité. C'est-à-dire, le Sénégalais aujourd'hui est stressé. Non pas parce qu'il y a hausse, parce qu'on est habitué à ces hausses, mais c'est parce qu'on ne s'était pas préparé. C'est le président lui-même qui nous avait vendu le mix énergie. C'est le président lui-même qui nous avait parlé du baisse du prix de l'électricité. C'est le président lui-même qui nous avait donné une date, 2020. Et nous sommes à quelques semaines de 2020. Donc, à quelques semaines de 2020, on devait avoir profit bas, ces gens-là qui arrêtent, qui brutalisent les honnêtes gens et les journalistes. À l'occasion, je marque toute ma solidarité à vos confrères brutalisés et j'apprécie beaucoup la solidarité dont vous faites montre. Parce que tout à l'heure, vous vous inquiétez pour un autre confrère qui est dans un autre organe. Ce sont les règles de la confraternité. Oui, c'est les règles de la confraternité. Oui. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. Oui. Et parce que c'est anormal, c'est pas juste. Alors, il y a eu une vingtaine de personnes interpellées arrêtées parmi les manifestants. Mais ma question... mais ma question, c'est que le préfet de Dakar a dit, vous avez demandé
à vous rassembler à la place de l'Indépendance. Ce n'est pas possible parce qu'il y a d'autres qui ont fait des demandes. Il y a risque de troubles à l'ordre public. Est-ce que vous ne pouvez pas, ou rassemblez-vous plutôt à place de la nation? Entre les deux arguments, quel est celui qui vous convainc? Aucun des arguments. Oui. Même les manifestants, vous trouvez qu'ils n'ont pas le droit de dire c'est l'interdiction du préfet qui pose problème. Oui. Mais oui, quand ils disent nous passons outre l'interdiction, nous voulons manifester sur la place de l'Indépendance. L'interdiction n'a pas sa raison d'être. Oui, d'accord. Oui, parce que vous m'avez dit aucun des arguments ne vous convainc. Non, c'est-à-dire que le préfet n'a pas à interdire jusqu'à donner des arguments. Vous donnez tort au préfet. Au préfet, c'est ça. Parce que le préfet, son arrêté ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Et c'est l'argument du docteur Babacar Diop qui vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Arrêté pris sous votre régime. D'accord. Il porte même le nom d'Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire l'interdiction. Qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque quand vous étiez au pouvoir quand nous étions, pour abroger cet arrêté, quand nous étions au pouvoir, ce n'est pas l'ordre du jour. Parce que quand nous étions au pouvoir, ces mêmes dirigeants actuels avaient bravé cet arrêté. Ne s'était pas limité seulement à la place de l'Indépendance, mais c'est un passé récent. Oui, mais des manifestations matées également, on s'en souvient. Hein? D'accord, mais ils nous avaient donné une autre version qui avait rassuré le Sénégal et qui a peut-être prévalu à l'heure pour qu'on puisse les élire. Parce qu'ils nous avaient promis la rupture, ils nous avaient promis le changement de gouvernance, ils nous avaient promis une gestion vertueuse, ils nous avaient promis le renforcement de la démocratie. Il nous avait promis le respect de la Constitution. Or, vous souvenez-vous, en 2001, quand le président Wade a proposé une autre Constitution, il y a mis 19 libertés, dont la liberté de manifestation. Et aujourd'hui, un simple arrêté ne peut pas effectivement arrêter cette liberté. Donc, je disais tantôt que moi, j'ai l'espace Assemblée nationale parce que j'ai eu la chance et le privilège d'être député. Mais ceux-là qui ne peuvent pas assez, vous avez votre média et vous pouvez dénoncer certaines choses par les médias. Vous pouvez tendre la parole à certains, vous pouvez couvrir les manifestations. Mais eux, ils n'ont que la rue. Et je pense que manifester dans cette rue ne mérite pas autant de violence nourrie, alors qu'on pouvait véritablement s'en passer. Alors, des personnes interpellées, mais aussi des personnes libérées. On a appris la libération de Dr Babacar Diop et de 4 autres étudiants. Oui. Guy Marius Sagna et les autres restent encore en détention. Quel commentaire de votre part? Ils n'ont pas leur place là-bas. Un député s'en est ouvert à moi. Il parlait d'un ministre et il me dit, moi si j'étais venu, j'aurais dit au ministre qu'il ne devait pas être là et que Guy Marius Sagna ne devait pas être là où il est. J'ai essayé de calmer parce que c'est ça mon rôle. Je suis une femme, certes je suis de l'opposition, mais il me revient d'apaiser l'espace politique, de baisser les tensions. Donc, il a été heurté parce que Guy Marius Sagna ne mérite pas de rester en prison. Il a mené un combat noble, un combat commun à tous les Sénégalais. S'agripper. Il faut dire dans quelles conditions il est allé. C'est vrai, il y a le respect des signes de la République, mais il y a une violence nourrie déjà. Parce que je pense que quelqu'un qui marche sans être violenté, sans être poursuivi, ne pourrait pas atteindre les grilles du palais. Je pense qu'il n'en a aucun intérêt. Donc il faut créer les conditions d'une évolution. Il a marché librement jusqu'à aller devant les grilles du palais. Mais la façon dont, vous l'avez relayé vous-même, la façon dont il s'est agrippé, dont on l'a tiré, dont il a fait tomber le bonnet de l'autre, je pense que tout cela... Le garde rouge. Oui, tout cela, c'est dans un contexte... Vous avez été ministre de la République. Oui, d'accord. C'est pourquoi je vous ai dit... Ça ne vous heurte pas ou non? Non, c'est-à-dire qu'il faut voir le contexte qui a créé ce cadre de violence pour qu'il y ait ces tiraillements qui ont amené effectivement ces dérives. Parce qu'il y a le respect des signes de la République. Je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'on ne gagnerait pas à nourrir cette violence, cette haine, ce désir de mater, ce désir de bloquer. Je pense qu'il faudrait revoir la manière avec laquelle on traite les citoyens.
Très bien. Je rappelle que le jury du dimanche iRadio ITV reçoit Aïda Mbodj, députée maire, présidente du parti politique And Saxal Liguey. Elle est donc l'invitée de ce dimanche. Parlons de l'électricité puisque c'est le sujet. Le gouvernement explique cette augmentation par le fait qu'il ne peut pas continuer à supporter la totalité de la subvention qu'il consentait pour maintenir les prix dans des proportions, on dira, raisonnables. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamedou Makhtar Cissé, ajoute que, hormis la sueur des agents de Sénélec, on importe tout pour produire de l'électricité. Argument valable ou non, de votre point de vue? De mon point de vue, ça cloche quelque part. Parce que, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les Sénégalais ont été pris de court? Parce que ce n'est pas ce qu'ils nous avaient promis. Ils nous avaient présenté une société viable. Ils nous avaient présenté une société qui respire bien. Ils nous avaient même promis qu'à un certain moment, à terme, on vendrait de l'électricité. Mais on a vu le contraire. L'autre problème... L'électricité est vendue à la Gambie présentement. C'est ce qu'explique Sénélec. Moi, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non. Je n'y crois pas, parce qu'on est en train de louer un bateau producteur d'électricité pour 5 ans. On s'apprête, malgré la découverte de pétrole, le président récemment, en présence du ministre de l'Énergie, a reçu Philipson. Or, tout le monde sait que Philipson, c'est le spécialiste mondial de la privatisation des sociétés d'énergie en difficulté. Il a été reçu. Donc, où est-ce que nous allons? Est-ce que nous allons vers une privatisation? Au moment où moi, personnellement, en parlant de l'eau, en parlant de nos sociétés concessionnaires, en parlant de nos données qui sont confiées aujourd'hui à l'étranger, pour un pays souverain, dont la souveraineté date de plus de 50 ans, est-ce que nous avons le droit de donner la destinée des sociétés concessionnaires à vocation qui sont d'ordre souverain? Est-ce que nous avons le droit de laisser ces sociétés à des étrangers? Vous êtes contre la privatisation? Je suis totalement contre. Moi, je suis une nationaliste. Avant de continuer, je suis contre la privatisation de quelque ordre que ce soit. Et aujourd'hui, c'est sûr que la Sénélec va directement vers la privatisation. Cela n'a pas été dit. Pour le moment, Sénélec est détenu à plus de 90% par l'État du Sénégal. Les audiences. Oui. Et après l'audience de Philipson, on nous dit que le conseil d'administration a autorisé depuis le mois de novembre. Oui, la transformation de Sénélec en holding. Oui, d'accord. Oui, mais en holding. Mais moi, je retiens que les prochains jours nous éclaireront. Je retiens qu'ils n'ont pas exclu la privatisation. L'autre problème, c'est-à-dire il faut donner les raisons de ces difficultés. Parce que l'État doit énormément d'argent à Sénélec. Il est vrai que moi, quand j'étais présidente, quand j'étais porte-parole de l'association des maires, je donnais des explications par rapport à la dette des communes. Parce que l'État est en train de rejeter l'éclairage public entre les communes et les services étatiques. Il y a les édifices publics, il y a d'autres dettes que la Sénélec continue de supporter. Maintenant, au lieu de prendre ses responsabilités et d'essayer de résorber la dette due à Sénélec, de mon point de vue, l'État est en train de vouloir se décharger sur les Sénégalais. Ce qui est inacceptable. Parce que... Oui, en disant aux Sénégalais, vous aviez bénéficié d'une baisse. Oui. Aujourd'hui, il s'agit d'une hausse que chacun doit participer à l'effort. De redressement. Vous n'êtes pas prête du tout à participer à l'effort. Aucun Sénégalais n'est prêt. Aucun Sénégalais, Mamoudou, même vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer. Quand je dis que le Sénégalais est stressé, on ne sait pas à combien s'élèvera la prochaine facture. Est-ce que cette prochaine facture pourra couvrir, notre salaire pourra couvrir le montant de cette facture? Oui, mais sauf que, est-ce qu'on ne noircit pas un peu trop le tableau en parlant de Sénélec aujourd'hui?
quand on est obligé de faire des comparaisons aussi, quand on sait qu'on a vécu l'époque des délestages durs, manque d'électricité, à aujourd'hui quand même... Ce que nous acceptons, et nous l'avons déjà dit même à l'Assemblée, c'est que Senelec aujourd'hui... le débat porte sur le coût, le prix, et non sur la disponibilité, du courant. Et le nombre d'heures de coupure. Ça, nous sommes d'accord. On peut le concéder à Senelec, et nous l'avons dit, parce que moi, si vous me connaissez bien, vous m'entendez, je sais que vous me suivez, je ne suis pas nihiliste. J'ai l'habitude de relever ce qui est positif, et ça, c'est un point positif que nous disons. Tout récemment, on l'a dit, parce qu'avant l'augmentation du prix de l'électricité, il y a eu la loi rectificative de finances. Rien que pour cette loi de finances rectificative, on a alloué 100 milliards à Senelec. Mais là aussi, on a dit à l'État de payer ses dettes pour permettre à Senelec de donner un service de qualité à moindre coût. Mais il n'est pas pensable de faire supporter aux citoyens les dettes de l'État. Vous avez fait face au ministre du Pétrole et des Énergies à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que sa gestion doit être questionnée? Je ne le pense pas. Il a un patron. Je dis un patron dans le vrai sens du mot. C'est le président Macky Sall qui a nommé Amadou Mokhtar Cissé à la tête de la Senelec. Il en a fait son ministre. Et la Senelec n'est pas rien pour Macky Sall. Il a eu à gérer le département de l'énergie. Je suis très bien placé pour le savoir. Il a eu à gérer d'autres directions, d'autres structures semblables. C'est un ingénieur. Il sait ce que chacun fait. Il connaît le profil de ses collaborateurs. Donc si après la Senelec, il le met à la tête du département de l'énergie, ça veut dire qu'il a posé des actes à saluer. C'est votre sentiment? C'est mon sentiment. C'est mon sentiment. Si tel n'est pas le cas, Amadou Mokhtar Cissé n'en sera pas responsable. C'est le président lui-même à qui on doit poser des questions. Alors, la politique énergétique aujourd'hui, quel regard de Aïda Mbodj dans la perspective de ce que le pouvoir actuel appelle l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 avec le programme Gaz to Power, transformation du gaz en électricité? Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de transformations en électricité. Et moi, mon problème, c'est que j'ai même un sentiment de regret en y pensant. C'est notre soleil. Notre soleil qui est sous-exploité. Quand même, le mix énergie, ça peut se prévaloir. Mais le soleil aussi, c'est des coûts. C'est des coûts, c'est des coûts. Mais nous pouvons investir là-dedans. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui nous a dit que ce que nous injectons dans Senelec, c'est un investissement. Et l'autre jour, en le taquinant, j'ai essayé de traduire investissement en Wolof. Et je lui ai dit, quand on investit, on s'attend à avoir un gain. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, la hausse va s'atténuer et on va revenir à la normale, c'est-à-dire connaître une baisse? Il l'a confirmé. Et je pense que la semaine passée, le président aussi est revenu là-dessus en disant qu'à la fin du premier semestre, on va aller vers une baisse du coût de l'énergie. Mais je pense qu'il y a énormément de transformations, même dans les produits végétaux. Il y a beaucoup de transformations. Il y a des gens qui travaillent vers ça. Et je l'ai déjà dit au ministre de l'Agriculture, il faudrait dans ce sens qu'on renforce la recherche. Qu'on renforce la recherche et qu'on trouve des alternatives. Il faut nécessairement qu'on trouve des alternatives. Je pense que par ces alternatives, nous arriverons à atteindre effectivement l'électrification universelle. Le pétrole et le gaz, c'est une perspective qui vous rassure ou qui vous inquiète?
Ça me rassure. Je l'ai dit au ministre en commission. Je lui ai demandé tout simplement d'aller vers une démarche participative, inclusive. Le Sénégal a des têtes pleines. Le Sénégal a des gens qu'on utilise ailleurs, qui sont capables aujourd'hui de co-gérer ce qui nous appartient. Mais s'il y a inquiétude, c'est au niveau de la répartition équitable des ressources. Je pense qu'il est temps, et ça, je parle au président de la République, de rassurer tout le monde. Et c'est un des points du dialogue, nous y reviendrons. C'est un des points du dialogue. Je pense que ceux qui ont accepté de venir à la table du dialogue, ceux qui ont accepté de discuter des choses qui interpellent les Sénégalais, qui font l'objet d'une gestion, je pense qu'auront leur mot à dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer Ce par rapport au gaz et au pétrole? C'est d'associer tout le monde. C'est de faire dans la transparence, c'est de rendre compte. Un gestionnaire d'État, la première chose qu'on lui demande, c'est de rendre compte. Sur le dossier du pétrole, il y a déjà une instruction en cours. Oui, il y a une commission, et laquelle commission comprend des membres de l'opposition, d'après ce que nous ont dit. Oui, le jour du lancement du dialogue, on nous a bien dit qu'effectivement la commission est élargie aux membres de l'opposition. Oui, à côté de cela, il y a une information judiciaire aussi sur le dossier du pétrole, puisque vous parliez de transparence. Est-ce que c'est des actes qui sont significatifs selon vous? Vous savez, ce n'est pas Aïda Mbodj qui l'a dit. Les magistrats eux-mêmes ont des problèmes aujourd'hui avec leur justice. Et moi, j'ai eu à interpeller le ministre c'était Ismaïla Madior, j'ai eu à lui demander de faire d'abord un préalable. Le préalable, c'était de réconcilier les Sénégalais avec leur justice, pour qu'ils soient rassurés. Moi, voyez-vous, Mamadou, moi j'aime le Sénégal. Et moi, je suis républicaine. La justice du Sénégal est un pouvoir. Et je voudrais respecter ce pouvoir autant que je voudrais vouer à ce pouvoir le même respect que j'ai voué à l'exécutif, le même respect voué au pouvoir législatif que j'exerce. Mais non seulement il n'y a pas de séparation de pouvoir, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le pouvoir est assujetti au pouvoir exécutif et subordonné au pouvoir exécutif. Nous allons parler de l'eau. Aïda Mbodj, invité du jury du dimanche, vous en avez fait allusion tout à l'heure. L'actualité de l'eau, c'est qu'à partir du 1er janvier 2020, en principe, Suez va remplacer la SDE en tant que bénéficiaire adjudicataire de l'appel d'offres lancé récemment, avec un contrat d'affermage qui va installer Suez à la place de la SDE. Comment vous avez suivi ce dossier et quelle est aujourd'hui votre conviction? Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Au début, avant que le dossier n'atterrisse à l'Assemblée, j'étais sceptique. J'étais sceptique et j'ai même eu à interpeller le ministre Serigne Mbaye Thiam, parce que je ne voudrais pas qu'un étranger puisse se substituer à un national. C'est après, quand on m'a expliqué que l'État continue de bénéficier de 45%, que les mêmes agents qui étaient à la SDE vont continuer à opérer à Suez, c'est en ce moment-là que je me suis calmée et je me suis dit que je me faisais des problèmes pour rien. Disons que État, privé sénégalais et travailleurs réunis, cela représente 55%. 55%, oui. Voilà. Bien qu'il y ait des problèmes entre ce qu'on doit donner aux travailleurs, que je trouve minimes. Je trouve 10% quand même minime par rapport à ce que les travailleurs pouvaient gagner. Et la même mise en garde, je la reprends au cas où on doit privatiser la Sénélec
qu'on pense aux travailleurs. Parce que moi, en interpellant le ministre des Finances sur le changement de SDE par Suez, je lui ai dit qu'on devait penser, à partir du moment où les mêmes agents qui étaient à la SDE se retrouvent à Suez, mais ça veut dire que le capital humain est là. Ça veut dire que nous devons penser à renationaliser les sociétés concessionnaires. Vous êtes vraiment Nationaliste. pour la renationalisation. La renationalisation. Et vous pensez que c'est faisable dans le monde d'aujourd'hui? C'est faisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se plaint de payer cher, mais je pense que les Sénégalais sont assez nationalistes pour pouvoir payer davantage au cas où on devait renationaliser effectivement ces sociétés concessionnaires. Très bien. Il y va de notre souveraineté. C'est une question de prudence, c'est une question de sécurité. Il y a des choses qui nous sont, c'est des produits capitaux. C'est un liquide précieux qui ne doit pas être géré par autrui. C'est pas violer un secret quand je vous dis que Suez a eu à faire des prestations pour la SDE. Et moi, je disais à quelqu'un qui est de la SDE, est-ce que Suez ne vous a pas eu? Parce qu'il a eu toutes vos données, quelque part, quand il faisait des prestations. Il a répondu. Pour la SDE, il me dit ça peut être possible. Parce qu'il a eu le temps de connaître les profils. Il a eu le temps de savoir quel argumentaire poser pour effectivement gagner le marché. Très bien, c'est les règles du monde du business. Ce que je dois ajouter, c'est que c'est un débat qui nourrit les milieux urbains et périurbains parce que le périmètre d'affermage se trouve dans les zones urbaines et périurbaines, mais nous autres du milieu rural, nous avons notre hydraulique rurale. Et vous ne vous plaignez pas? On se plaint parfois, surtout avec la nouvelle formule. Il y a de l'eau en abondance? Il y a de l'eau, mais avec beaucoup de difficultés dans la gestion. Très bien. Alors, vous avez dit vos convictions sur la renationalisation. Oui. Reste à savoir sa faisabilité dans le monde d'aujourd'hui. Alors, question de Fidel Castro-Diémé. Il y en a d'autres, mais on va d'abord vous poser celle-ci. Pourquoi on ne l'entend plus depuis un bon bout de temps avec tout ce qui s'est passé, comme l'affaire des faux billets, le prix de l'électricité, on vient d'en parler. Elle est où cette Aïda Mbodj qui était très active à l'Assemblée nationale? Je suis active à l'Assemblée. Un de vos confrères vient de me le dire tout à l'heure. Quelle initiative avez-vous prise? Non, c'est-à-dire l'initiative à l'Assemblée nationale pose problème. Oui. L'initiative appartient au bureau de l'Assemblée. Je ne suis pas membre du bureau. À chaque fois qu'on pose quelque chose sur la table du président de l'Assemblée nationale, il faudrait qu'il l'enrôle. Vous êtes non inscrite? Je suis non inscrite. La deuxième, ce que je peux, c'est utiliser mon temps de parole pour parler. Et je suis sûr que j'aimerais bien avoir le reporter de Iradio. Oui, il vous dira que Aïda Mbodj n'a raté, je les ai vus, mais il vous dira que Aïda Mbodj n'a raté, parce que j'ai entendu vos relations, il vous dira que Aïda Mbodj n'a raté aucune séance. Vous n'êtes pas absentée? Non. Depuis les commissions. Parce que moi, je prends très au sérieux ce que je fais. Et c'est tout à l'heure, quand je donnais, j'expliquais l'attitude de ceux qui ont bravé l'interdiction, de ceux qui ont marché, c'est que quand on n'a pas d'espace au parler, vous n'avez pas le temps d'aller à la place de l'obélisque, Mamoudou. Parce que vous êtes ici et vous avez un moyen de transmission pour dire ce que vous avez à dire. Moi, je suis à l'Assemblée et c'est là où se déroule le débat démocratique. Sur la campagne de commercialisation agricole, vous avez dû probablement suivre cette question. Il y a eu une passe d'armes à laquelle nous avons assisté récemment, ce qui est regrettable. Parlant d'intrants qui auraient été mis à la disposition de gens qui ne devraient pas en disposer. Vous avez suivi ce débat? Oui. Quelle est votre réflexion dessus? Ma réflexion, c'est de l'indignation tout simplement. C'est-à-dire que voilà des gens, voilà un milieu où le Sénégal perd énormément d'argent. D'abord au niveau de la commercialisation. L'État subventionne les semences. L'État subventionne les intrants à coups de milliards. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis qu'on a terminé l'hivernage,
les paysans qui n'ont que leurs produits pour nourrir leur famille, qui n'ont que leurs produits pour satisfaire aux besoins de leur famille, ils n'ont même pas le temps de brader parce que les Chinois prennent l'argent cash, les mettent dans des sacs pour aller trouver les paysans et acheter plus que les huiliers. C'est-à-dire au moment où les huiliers prononcent à grande pompe leur prix de 210, en ce moment-là, il n'y a plus d'arachide. Et l'arachide est exporté. Ça, c'est un problème, nous y reviendrons. La deuxième chose... Problème de système, non? C'est un problème de système. Qui date de oui, très longtemps. D'accord, mais aujourd'hui, avec l'arrivée des Chinois, le ministre s'est vanté de dire que c'est le président Macky Sall qui a signé des contrats, qui a enrichi les agriculteurs, parce que qui a signé des contrats pour les Chinois. D'accord. Mais aussi, nous avons nos huileries, avec leurs besoins en arachide, avec les Sénégalais qui travaillent là-bas. Les intrants. À qui on donne les intrants? Dans la semaine, on a parlé de gros producteurs qui ne bénéficieront plus d'intrants. Mais Mamoudou, moi ce que je demande au ministre, quels sont les gros producteurs? Vous lui demandez de publier la liste. De publier la liste des gros producteurs. Vous avez eu l'occasion de l'interpeller, vous êtes député. Mais on l'a interpellé parce qu'il ne le dira jamais. C'est moi qui vous le dis ici. Et pourquoi? Il ne vous donnera jamais le nombre ou il va vous donner une liste partielle. Parce que tout simplement, il y a des gens, ils ont eux, leurs gros producteurs, qui ne sont pas des gros producteurs, qui ne sont pas des producteurs. Je parlais tout à l'heure de système, il se dit que cela a toujours été comme ça. Chaque régime a essayé d'avoir... Non, ça vraiment, je vous assure que je peux vous dire aujourd'hui que ces gros producteurs fabriqués, façonnés par le régime actuel, moi je ne les connaissais pas. Moi j'habite le bassin arachidier. Je connais les producteurs de Kaolack. Je connais les producteurs du Sine, je connais les producteurs du Bawal, je connais les producteurs du Kayor. Je ne connais pas les nouveaux producteurs. Mais il y avait déjà des producteurs. Il y avait des producteurs qui sont des producteurs. De vrais producteurs. Qui sont de vrais producteurs. Et les nouveaux ne le sont pas, d'après vous? Je vous ai dit des producteurs fabriqués. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des producteurs. Ils ne connaissent même pas où sont les entrants. Ce qu'ils utilisent, c'est des bons. On leur donne des bons et c'est des bons. Mais écoutez Moustapha Cissé Lo. Il a donné des noms. On l'a cité aussi en disant qu'il aurait bénéficié de manière indue. Il ne l'a pas nié et tout le monde sait que quand il est de bonne humeur, quand il est en phase avec le régime, il ne dénonce pas. Ça, mais quand même, c'est une voix autorisée qui sait ce qu'il dit. C'est le président du Parlement de la CEDEAO. Et c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une voix autorisée. Qui ne peut pas dire des chimères, mais qui dit ce qu'il sait. On vous rappelle votre fonction de député. Est-ce qu'il n'y a pas une initiative que l'Assemblée pourrait prendre? Parce que vous avez aussi un rôle, une mission de contrôle de l'action gouvernementale. Vous deviez... Au lieu de vous contenter de vous indigner et de vous émouvoir. Parce que ce qui s'est passé, que moi, tout le monde sait... Récemment, il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards, par exemple. Parce que pourquoi on ne pourrait pas avoir la même chose concernant Parce que c'est eux qui l'ont décidé. C'est la majorité, c'est la majorité qui a décidé que pour les 94 milliards, on doit instituer une commission d'enquête parlementaire. Vous pouvez demander aussi en tant que député. On l'a demandé à combien de reprises? Non, là, sur ce cas précis. Le cas des intrants. Oui. Mais le cas des intrants, nous, on gratte notre genou et on laisse les gens parler. Plus il y a de fous, mieux on rit. Et parce que de toute façon... sauf que vous riez d'une question sérieuse. Des choses très sérieuses. Oui. Mais il y a une majorité qui doit assumer sa responsabilité. Et une opposition n'a pas assumé ses responsabilités. Mais l'opposition n'a pas le pouvoir de le faire. Moi, il y a une chose qui m'intéresse le plus. C'est la maltraitance des enfants. Si vous vous souvenez... J'en ai parlé lors de l'ouverture du dialogue national. Ça me préoccupe. Quand j'ai envoyé une question d'actualité, parce que c'était actuel, on venait de sacrifier 2 enfants en même temps, dans la même semaine. Mais on n'a pas donné suite à cela.
et des initiatives pareilles sont entassées sur la table du président de l'Assemblée. On n'enrôle pas. La commission d'enquête sur l'affaire des 94 milliards qui a rendu son rapport. Oui. Il y a 2 plaintes. Les protagonistes, Mamour Diallo, ancien directeur des domaines, Ousmane Sonko, leader du PASTEF, qui est député également. Oui. Vous pensez qu'il y aura une suite Je le pense. à cette affaire? Je le pense. Une suite judiciaire? Parce que les députés, la commission a travaillé, j'étais en plénière, la commission a travaillé, ils ont eu le privilège d'avoir toutes les informations, ils ont convoqué beaucoup de personnes, ils ont beaucoup d'informations. Je pense que le rapport est disponible, on l'a distribué et le juge n'a pas les moyens de faire l'impasse sur ce qui est sur sa table et qui peut-être va l'aider à situer les responsabilités. C'est un dossier pendant au niveau de la justice et je pense que ça connaîtra un dénouement. Aïda Mbodj est l'invité donc du jury du dimanche e-radio ITV. Le budget 2020 a été adopté, qui se chiffre à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Oui. L'ère des budgets programmes. Budget programme, oui. Ce budget programme est intervenu et c'est-à-dire que le ministre des Finances n'est plus le seul ordonnateur. Le seul ordonnateur, les ministres ordonnent en relation avec les gestionnaires de programme. Oui. Et il y a la gestion axée sur le résultat. Mais ce qui m'intéresse, c'est une bonne initiative? Oui. D'abord, c'est une directive communautaire. Oui. Nous avons même tardé à l'appliquer. Mais ce qui m'enchante le plus, c'est que les ministres sont à l'ère du budget programme. Et ils ont pris très au sérieux ce travail. Nous, ils nous ont présenté des documents avec un contenu véritablement bien fait. C'est-à-dire, là, ils ont fait travailler les travailleurs, excusez-moi la répétition, mais nous avons de hauts fonctionnaires, des fonctionnaires compétents, et véritablement, ces fonctionnaires ont été à la base de ces documents. Donc, ils se sont appropriés le budget programme, le ministre des Finances qui a abattu quand même. Et nous n'avons pas manqué de le dire. C'est pourquoi quand il y a eu vote sans débat, nous l'avons décrié, parce qu'il a été là depuis le début, depuis les commissions jusqu'aux plénières. Il était là. Et il a une certaine maîtrise quand même des dossiers. Ça, nous devons le reconnaître. L'autre problème, c'est que le budget programme, l'exécution a commencé avec la deuxième phase du PSE, c'est-à-dire le PAP 2. Évidemment, moi, j'ai participé à l'élaboration du document de stratégie de la réduction de la pauvreté. Au niveau de sa phase, de sa première phase comme de sa deuxième phase. La première phase, l'évaluation de la première phase nous a aidé à formuler les termes de la deuxième phase. Et la question que je n'ai cessé de demander, que j'ai demandé au ministre chargé de l'équité territoriale, que j'ai demandé au ministre des Finances, que j'ai demandé au ministre de l'économie, c'est l'évaluation l'évaluation du PAP 1. Parce qu'avant d'entamer le PAP 2, on devait quand même évaluer le PAP 1 et voir l'étude et nous donner l'étude d'impact de tous ces programmes contenus dans le PAP 1. Parce que vous avez des doutes? Non, c'est-à-dire je voudrais plus de visibilité. Je demande seulement à être convaincu. C'est-à-dire, moi, je suis là, à genoux, demandant à chaque pensant de me convaincre. C'est pourquoi, à chaque fois, je pose la question aux différents ministres. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut élargir l'assiette fiscale pour permettre à l'État d'avoir plus de recettes? Le chef de l'État en Conseil des ministres a même donné des instructions disant qu'il faut accentuer les efforts de recouvrement. Est-ce qu'il faut élargir l'assiette fiscale? Élargir... pour avoir plus de contribuables. Ça me pose problème. Oui. Ça me pose problème. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être voir les exonérations. Le Sénégal gagnerait à diminuer les exonérations au lieu de peser encore sur les contribuables. Augmenter les charges du contribuable.
les exonérations, Mamoudou... Mais bon, il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Si, par exemple, les sociétés minières. Oui. Les sociétés minières sont exonérées à outrance. Et je pense que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que c'est véritablement ceux qui gagnent de l'argent. Or, il faut dire que le président se réclame du libéralisme. Or, le libéralisme n'est pas pour mettre davantage de charges sur les entreprises. Au contraire, oui, en élargissant peut-être, on diminue quelque part la pression. Il devait créer des conditions, les conditions viables pour permettre aux entreprises de s'épanouir. D'ailleurs, ça l'arrangerait parce qu'il avait promis des emplois qu'on ne voit pas encore. Or, si les entreprises croulent sous le poids du fisc, mais ils risquent de ne pas donner d'emploi. Et ça va effectivement déstabiliser ces prévisions. Donc l'élargissement de l'assiette fiscale... Je suis sceptique. J'attends qu'on me dise les cibles. Très bien. Alors, question beaucoup plus politique, puisque vous êtes leader politique, vous êtes à la tête d'un parti qui s'appelle And Sakhal Liguey. Oui. Ibrahima Bousso, qui vous fait revenir un peu en arrière. Oui. Pourquoi vous avez opté pour la neutralité à l'élection présidentielle? Certains disent même que vous avez soutenu Macky Sall en cachette. Est-ce vrai? Êtes-vous dans la logique que les libéraux vont garder le pouvoir pendant 50 ans comme indiqué, hein? Oui, je suis dans la logique... Par Maître Abdoulaye Wade, un jour, oui, il l'avait dit, que vous en aviez pour 50 ans encore. Jusqu'à présent, on ne l'a pas perdu. Jusqu'à présent, c'est un libéral qui est à la tête du Sénégal. Mais vous êtes opposé à ce libéral qui s'appelle Macky Sall. Oui, mais bien sûr, ça, c'est des contradictions. Oui. C'est une opposition, je pense, qui ne nous dérange pas. Vous êtes favorable à une retrouvaille de la famille libérale? Mais ça pourrait se faire. Autour de qui? Ça pourrait se faire, on verra. Mais les libéraux gagneraient s'ils veulent conserver le pouvoir à se retrouver. Vous êtes partante pour des retrouvailles? Ça dépend du contexte. Parce que les retrouvailles, il y a plusieurs contours. Il y a des termes à adopter, il y a des termes à rejeter. Je pense qu'il faudrait attendre ce moment pour voir dans quelles conditions. Parce que se retrouver, c'est bien, mais se retrouver dans n'importe quelle condition, ça, c'est pas souhaitable. Maintenant, pour notre neutralité lors des élections, nous avons donné les raisons. Nous avons donné les raisons. Nous avons été parrainés par un parti et des sympathisants. La façon, nous avons rejeté le parrainage, le principe du parrainage. Et jusqu'à présent, au niveau du dialogue, nous l'avons rejeté. Vous en étiez expliqué? Oui, on s'en est expliqué. En son temps, oui. Oui, et on l'a rejeté. Mais est-ce que vous aviez pour autant soutenu le président sortant, Macky Sall, pour répondre à la question que vous avez posée? Pour répondre à la question, c'est-à-dire que nous avons suivi une ligne dessinée par notre parti. Et cette ligne nous a dit, nous vous avons soutenu. Nous avons voulu que vous, une femme, que vous puissiez être à la tête de ce pays, parce qu'on n'aura plus de tolérance, parce que l'État va subventionner, parce que il y aura une meilleure considération de la cellule familiale. Barack Obama, après avoir dirigé les États-Unis, vous a fait... Et au moment où les gens parlent il vous a jeté des fleurs en disant que vous, les femmes, mais il a reconnu, vous étiez plus compétentes que les hommes. Et il n'a donné que 2 ans. Il a dit, si les nations, pendant 2 ans seulement, au moment où les gens se chamaillent pour faire 5 ans, 7 ans, lui, il a dit 2 ans, pendant 2 ans seulement, si on permettait aux nations d'être dirigées par des femmes, on aura une amélioration de la vie des familles, les résultats seront là. Cela est valable pour le Sénégal aussi. Cela est valable pour le Sénégal. Et c'est pourquoi... en dépit des pesanteurs dont on parle, socioculturelles... Mais les pesanteurs socioculturelles sont là, vous savez. Oui. Ma ville natale, Bambey. Oui. Bambey est l'une des villes où il y a beaucoup de foyers religieux. Bambey est une ville profondément culturelle. Bambey émergent, c'est comme ça qu'il se nomme sur la page Facebook. Il dit que Bambey va mal. C'est les jeunes de la Et vous en êtes responsable. Avant de parler, je vous ai dit que c'est les jeunes de la paix. Oui, ils ont leur avis, même si c'est les jeunes de la paix. Je leur réponds tout de suite. Oui. Qui aspirent à diriger la mairie, et ce n'est pas de cette façon qu'ils vont diriger la mairie.
Oui, quand ils disent que vous avez mal géré la mairie, vous répondez quoi? Je dis que les populations de Bambey ne l'ont pas dit. Et ils l'apprendront à leurs dépens le moment où ils déclareront leur candidature pour la mairie. Parce que vous serez encore candidate. Même si je ne suis pas candidate, je mettrai qui je voudrais. Pas candidate? Même si je ne suis pas. Je ne dis pas que je ne serai pas. Parce que je suis... Est-ce que vous avez fait de Bambey une belle ville, agréable à vivre, oui. Un Eldorado? Oui, aujourd'hui, vous avez suivi certainement, parce que vos confrères l'ont couvert, je ne sais pas si iRadio était là-bas, mais quand le maire qui m'avait préféré à Macky Sall, qui m'avait quitté pour Macky Sall, était obligé de m'appeler pour que j'aille à son secours, pour effectivement le libérer des entrailles des maires environnants, qui sont ses amis, ses camarades de parti. Parce qu'ils étaient venus s'implanter à l'intérieur de la commune. Malgré l'application du décret, en ce moment-là, on a expliqué pourquoi aujourd'hui tout le monde veut habiter à Bambey. Ah oui? Oui, oui. Il y a une ruée il y a une ruée vers Bambey. Bambey aujourd'hui est une ville universitaire. Avec l'université Alioune Diop, l'ISFAR de Bambey, le CNRA qui va être bientôt réhabilité, le ministre de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur nous en ont fait la promesse. Il y a l'université des métiers de Serigne Mamor Mourtala. Et ça, c'est votre bilan ou c'est des réalisations Nous avons créé les conditions, gouvernementales? comme je vous ai dit. Oui. Nous avons créé les conditions de ces implantations et nous le revendiquons. Barack Obama serait fier en mettant les pieds à Bambey. Oui. Il serait fier de vous. Il serait très fier et il sera effectivement convaincu qu'il a dit la vérité. Très bien. Avez-vous soutenu en cachette le président Macky Sall en février 2019? Je suis très dérangée par le mot cachette. Ben, c'est la question posée. Mais il n'a pas raison. Il n'a pas raison. C'est-à-dire vous ne l'avez pas soutenu du tout? Il ne connaît pas Aïda Mbodj. Oui, répondez à la question. Il ne connaît pas Aïda Mbodj. Oui, d'accord, mais... Je ne suis pas obligée sur ce plateau de révéler mon vote. Non, là, on parle de soutien. Le vote est secret, on est bien d'accord. Voilà. Mais soutien. Si je devais soutenir le président, le soutien, ce n'est pas seulement le jour du vote. Le soutien, on le fait avant. Oui, c'est pour ça que la question vous est posée. Oui, c'est-à-dire que... Vous n'avez pas soutenu. Moi, je suis à un niveau, je suis à une envergure telle que je ne peux pas soutenir quelqu'un sans qu'on le sache. Je ne peux pas aider qu'on parle de cachette, ça ne ressemble pas, ce n'est plus Aïda Mbodj. Je ne connais pas la cachette. Alors... J'ai le courage de mes opinions. Et pour Aïda Mbodj, le président Macky Sall, réélu en février dernier, exerce-t-il son dernier mandat? Oui. Dans votre entendement? Oui, oui. Ça, il exerce son dernier mandat. Et je ne vois pas pourquoi épiloguer là-dessus. Ce n'est pas possible. Et quand même, Mamoudou, je vais vous faire une confidence. Je connais quand même Macky Sall. Je le connais. Et je sais qu'il est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. Parce que le problème se situe au niveau de son propre parti. C'est au niveau de son parti que les gens se précipitent à vouloir le succéder et posent des actes qui vont vers la succession de Macky Sall. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Mais au niveau de ceux qui connaissent Macky Sall, au niveau de l'opinion, même au niveau africain, les gens sont sûrs qu'il a entamé son dernier mandat. Mais on se tape dessus. Pourquoi, selon vous, ce débat est agité? Mais c'est pourquoi, c'est ce que je vous dis, c'est au niveau de son parti. Parce qu'ils croient qu'ils vont à la succession de Macky Sall, ils croient qu'il va les laisser tomber, et s'il les laisse tomber, Aïda Mbodj va venir prendre le pouvoir. Donc, il se précipite. Sérieusement? Oui, il se précipite à se taper dessus, il se précipite, il se bouscule. Il se bouscule pour la succession. C'est ça qui pose le problème. Mais je pense que le président est beaucoup plus intelligent pour ne pas nourrir ce débat. Et quand je vous dis, même au niveau africain, c'est-à-dire ce n'est pas pour rien qu'il est choisi au niveau du Mali pour qu'il fasse office de médiateur. Faut-il revenir sur la limitation du nombre de mandats présidentiels? On n'y reviendra pas. Ça a été agité. Ça a été agité. Je pense que celui qui avait dit des choses qui avaient heurté les Sénégalais jusqu'à faire tomber Wade est en train de servir de l'autre côté et ça arrange tout le monde. Là aussi, nous allons rire encore. Parce que soit c'est un ballon de sonde, on lui demande de lancer ce ballon,
soit il a encore dit des choses qu'il ne devait pas dire comme il l'avait fait avec le président Wade. Dans quelle posture êtes-vous, Aïda Mbodj, pour avoir été militante du Parti socialiste, du PDS? Dans quelle posture, plus proche de rejoindre le président Macky Sall, comme c'est le cas avec certains de vos anciens camarades, ou plutôt un retour au Parti démocratique sénégalais aux côtés de Maître Abdoulaye Wade? Qu'est-ce que vous gêne dans la posture que j'occupe? Beaucoup de personnes ont quitté le PDS. Vous voyez bien que je suis zen, je suis de marbre. Oui. J'ai posé une question. Oui, parce que vous certains avez se parlé. posent certainement. Non, ils n'ont pas raison. Oui. Ils n'ont pas raison parce que je peux dire que je ne suis pas, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même le courage d'aller de l'avant. Je ne sais pas le contraire de quelqu'un qui va de l'avant. La page PDS, Maître Abdoulaye Wade, est tournée. C'est pas dans nos perspectives. Wade reste mon mentor, Wade reste mon père spirituel, c'est ma référence, mais je ne pense pas qu'après les actes que j'ai posés, après mon chemin que j'ai poursuivi depuis lors, est-ce que je pourrais reculer pour être dans un parti? Parce que il faut être leader. Il faut apprendre à être leader jusqu'à devenir leader. Parfois, on est né leader. Parfois, on fait l'apprentissage du leadership. Parfois, on réunit les conditions d'être leader. Et moi, je pense que j'ai réuni aujourd'hui les conditions d'être leader. Parmi beaucoup de personnes qui avaient quitté le PDS, je crois que je suis l'une des rares responsables à se frayer un chemin jusqu'à atterrir à l'Assemblée nationale seule, sans coalition. Donc je suis plutôt... Vous croyez au leadership féminin? J'y crois. Je suis plutôt... Et moi je sais, Mamadou, que vous y croyez. Et c'est la raison pour laquelle je demande votre soutien. Et le soutien de tous ceux qui croient à ce leadership. Vous demandez que j'achète la carte de votre parti? Non, alors, non, pas la carte de mon parti, mais c'est-à-dire avoir un esprit féministe qui soutient. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre que si j'arrive à m'affirmer en tant que leader, c'est-à-dire ce sera un leadership féminin avéré et ça ne déplairait pas au président Wade. Parce que lui, c'est un féministe. Ma question justement, Abdoulaye Wade est au Sénégal, Abdou Diouf il séjourne depuis quelque temps, Macky Sall, qui est l'actuel président de la République, Léopold Sédar Senghor, au cimetière de Bel-Air, dont on a commémoré l'anniversaire de la disparition. Les 4 présidents, ils sont là d'une manière ou d'une autre. Lequel de ces 4 présidents a été ou est, selon vous, le plus féministe? Abdoulaye Wade, sans aucun doute. Abdoulaye Wade, il tient son féminisme. Je pense que son féminisme est héréditaire. J'avais l'habitude de lui dire que sa grand-mère, qui était le 3e braque du Sénégal, du Wallo, je pense qu'il tient cela de sa grand-mère. Vous avez le Wallo en commun? Nous avons le Wallo en commun. C'est pour cela que vous le dites? Mais il le sent, il porte le Wallo dans son cœur. Et Wade, sa grand-mère, qui était le 3e braque, était une femme. Et Abdoulaye Wade a le féminisme dans le cœur, dans le sang. Je termine avec vous le dialogue national avec l'installation jeudi prochain. C'est ce qu'on a appris de Famara Ibrahima Sagna comme président du comité de pilotage. Oui, j'avais posé la question au ministre Aly Ngouille Ndiaye, et comme j'ai dit au ministre de la Justice, qui après le passage de sa commission nous a ramené la modification de la loi 65-60 concernant la criminalisation du viol. Moi, j'ai l'habitude de féliciter les ministres qui tiennent leur parole. Donc j'ai félicité le ministre de la Justice pour cette criminalisation du viol et les femmes députées se sont appropriées. Mais je félicite aussi Aly Ngouille Ndiaye parce que c'est ce qu'il m'avait répondu quand je l'ai interpellé sur l'installation de Famara. Et je pense que l'installation de Famara va mettre fin à beaucoup d'hésitations concernant le dialogue national et va produire des résultats.
Nous avons 3 sujets à débattre. Oui. Nous avons des thèmes. Ce que vous me... Oui. Très rapidement. Oui, les 3. Terminer, oui. Les ressources naturelles. Oui. Nous avons le problème de l'environnement. Oui. Nous avons le problème de la bonne gouvernance. Nous avons des problèmes économiques, des problèmes sociaux à débattre. Vous faites confiance à Famara Ibrahima Sagna? On lui fait confiance. C'est-à-dire, ce qu'il a, c'est très rare. Oui. Il a obtenu l'onction de l'opposition et a été proposé par le pouvoir. Certains ont décidé de ne pas aller à ce dialogue national. Ils ont leur raison. Ils ont leur raison, mais permettez-moi de revenir sur ce que j'avais dit à l'ouverture du dialogue. Oui. Si Macky Sall est réélu et va rester encore 5 ans, et nous ne souhaitons pas qu'il s'arrête en mi-chemin parce que nous sommes des démocrates. Je pense que si c'est le Sénégal, et c'est le Sénégal seulement qui nous intéresse, nous devons pouvoir aller s'asseoir avec lui pour effectivement lui dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous ne voulons pas. Merci. Aïda Mbodj. Vous êtes députée maire de Bambey. C'est trop court. Ben voilà, le temps est terminé. Présidente du parti politique, parti d'opposition, And Sakhal Liguey, vous avez été ministre sous la présidence Abdoulaye Wade. Pour vous, c'est le plus féministe des 4 présidents du Sénégal. Et ils ne me démentiront et pas. Que vous êtes pour la renationalisation, c'est une de vos convictions aussi dans cette émission, présentée par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Babacar Ndiaye, Ibamar au son. Pour le compte d'I-Radio ITV, Binta Alexandra Ndiaye, Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Aliou Diouf pour le site E-Media SN. Nous émettons à I-Radio ITV, E-Media. À partir de l'immeuble Belli Bousso au point E, on est juste en face de l'IPRES, rue de Kaolack, angle Tambacounda. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.